Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour, bon début de semaine avec Métropole. Très heureux de vous rejoindre aujourd'hui, très heureux de vous retrouver toujours fidèle à cette rubrique. Nous accueillons avec plaisir le professeur et politologue Gratien Jean. Avec notre invité ce matin, nous souhaitons pouvoir commenter l'actualité. Bienvenue sur le plateau, professeur. Merci Wendell pour cette invitation. J'en profite pour saluer tout le staff de Télémétropole ainsi que le staff de la radio. Et aussi mes chaleureuses salutations aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Retranché dans l'observation, aujourd'hui, qu'est-ce qui retient l'attention si l'on parle de la situation politique en général? La première chose qu'il faut dire, je m'accroche toujours à cette thèse de crise de société qui a surgi même au lendemain de l'indépendance, qui va être amplifiée avec l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, et nous allons connaître toutes les guerres civiles, et nous allons connaître aussi une amplification de cette crise de société à partir de 1986. Mais aujourd'hui, nous dirons que nous sommes en quelque sorte à ce que j'appelle un pourrissement à terme de l'histoire. Est-ce la grande dernière vague de transition, pour un petit peu reprendre le journaliste, historien et Pierre-Raymond Dumas, cette transition qui n'en finit pas? Mais il faut dire que cette situation de crise de société caractérisée par ce que j'appelle le phénomène de dysgouvernance, où le pays, certes, a des gouvernements, mais qui en fait ne gouvernent pas. Et cette dysgouvernance se caractérise généralement par ce que j'appelle, un petit peu pour paraphraser un autre encore, un français Alain Touraine, une crise de la représentativité politique. À savoir par rapport à la méformance des gouvernements, par rapport, entre guillemets, à ce déficit du management de la chose publique, par rapport à la situation socio-économique, où de plus en plus, je dirais, on assiste à un phénomène de paupérisation des classes moyennes, les citoyens et les citoyennes ne croient plus tout d'abord en eux-mêmes et en elles-mêmes. Il y a une crise de confiance en soi, et bien qu'il va y avoir une grande incidence maintenant sur une crise par rapport à ceux et celles qui dirigent. Bref. Est-ce qu'on doit retenir en quelques mots qu'on n'a pas évolué? Peut-être si on a évolué, c'est dans le mauvais sens, ou encore la situation aurait empiré. Ça, c'est extrêmement important. Dans la dynamique, c'est pas la statique, la société a muté. Mais il n'y a pas ce que j'appelle une évolution dans le sens positif. Ce n'est pas pour faire une approche positiviste que l'évolution devait être en général positive, mais je le prends dans le sens qualitatif. Un, parce qu'il n'y a pas cette appartenance à ce pays. Nous ne nous accrochons pas à notre environnement direct. Nous ne croyons pas en nous-mêmes. Nous ne croyons plus non plus aux autres. C'est là que j'appelle cette crise de représentativité politique. Les citoyens et les citoyennes ne croient plus en ceux et celles qui les dirigent. Sur ce, ils ne s'accrochent pas, elles ne s'accrochent pas à un leadership. Comme dans les années 86, entre 86 et même jusqu'à 2000, les citoyens et les citoyennes pouvaient s'accrocher à des leaders porteurs de pensée politique, porteurs de pensée économique, porteurs de pensée sociale aussi. Je me permets de citer des noms. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont déjà dans le passé. Entre 86 et 2000, nous avons connu quand même un Serge Gilles qui est encore là. Nous avons connu un Victor Benoît. Et derrière ces deux leaders charriait une pensée politique, la social-démocratie. Quand ils s'exprimaient, on pouvait facilement identifier quelle philosophie politique, quelle idée économique, quelle pensée économique, quelle idéologie, tout peut-être. quelle idéologie qui les traversait.
Il y a eu aussi un feu à Bazin, l'expression même de libéralisme. Ce n'est pas dans le sens d'un libéralisme très dur, mais quand même. Et Bazin projetait toujours une sorte de libéralisme, pour ne pas dire une sorte de capitalisme à visage humain, et en ce sens. Il y avait aussi un Louis Desjoie, et qu'on voyait en une des joies la construction de l'économie nationale, basée sur la politique. Derrière chaque homme politique de ce moment-là, il y avait une pensée, il y avait un projet de société. Il y avait un projet de société, il y avait des idées, et en tant que jeune de l'époque, on s'identifiait un petit peu. Il y avait des modèles. Si on s'accrochait, c'est pas par rapport aux idées, et non pas tout simplement à l'individu. Il y avait un Gérard Philippe Auguste aussi, il y avait, et pourquoi pas un Maurepas Auguste, hein, Leslie François Maniga. Il y avait des leaders. Aujourd'hui, il y a cette crise de leadership. Hein, et c'est pour cela que, certes, pour la démocratie, c'est un élan que tous les citoyens, toutes les citoyennes veulent participer aux affaires de leur pays, soit comme électeurs, soit comme candidats ou candidates. Mais ce qui arrive aujourd'hui, ils et elles croient qu'ils sont l'alternative, qu'ils sont les leaders. Ils ne s'accrochent qu'à eux-mêmes et non pas s'accrocher réellement à un leadership. Ce qui porte certains gens à affirmer que la politique est banalisée aujourd'hui en Haïti. Est-ce que c'est votre point de vue? Et il faut faire beaucoup d'attention à Wendell dans une société qui est en pleine mutation. Ce qui nous a manqué aujourd'hui, qui caractérise cette crise de valeur, c'est le manque d'humilité. Il y a une chose qui est extrêmement importante. Entre 1986 et jusqu'à 2000, ces leaders que j'ai osé citer, leur nom, au moins, il y a un élément fondamental qu'ils avaient comme qualité de leadership, c'est l'humilité. Il nous manque beaucoup d'humilité. Je ne dirais pas qu'il y a une banalisation de la politique. C'est un petit peu rejeter tout mon passé d'homme de droits humains pour avoir été formé à l'école de la communauté internationale à travers les différentes missions des Nations Unies. Le citoyen a un droit de participer aux affaires de son pays. C'est un droit qui est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je crois que c'est une déclaration de principe. Mais c'est aussi garanti par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et un autre instrument régional que Haïti n'a pas seulement adhéré, dont Haïti est État partie, c'est la Convention américaine des droits de l'homme. Il y a un élément fondamental dans ces pactes, dans cette convention aussi, c'est la question de la non-discrimination. C'est la question aussi de le non-exclusivisme ou encore la non-exclusivité. Tous les citoyens, à un titre ou à un autre, dès qu'ils remplissent, ou encore dès qu'elles remplissent les conditions exigées par la constitution de son pays et les lois, ont droit de participer, de prendre part pour exprimer leur citoyenneté active, de prendre part soit comme candidat ou candidate, soit comme électeur. Et pourquoi le politologue que vous êtes n'est pas, pourquoi le politologue que vous êtes n'est pas candidat? C'est une très belle question. Il faut dire vraiment que j'ai été tenté. Vous imaginez 54 ans, c'est un petit peu l'âge du fonceur politique. Mais en dernière heure, pour ne pas dire quelques minutes avant mon départ, je devrais me rendre en France à un séminaire pour l'Amérique latine, les enjeux de la mondialisation et aussi l'Amérique latine, à l'Institut des hautes études de la défense nationale. Mais quelques heures avant de mon départ, je me suis dit, ah, pourquoi? Est-ce le moment? Ce n'est pas encore vraiment le moment. Il y a d'autres choses qui me charrient aussi parce que j'avais pris des engagements familiales. À savoir que je me suis dit que la plus grande entreprise qu'il y a dans la vie, c'est l'entreprise familiale. Le plus grand produit qu'on peut laisser à une société, si vous les avez, vos enfants, si vous avez 2, si vous avez 3, si vous avez 5, c'est qu'est-ce que vous avez fait de ces enfants. Il faut tout d'abord réussir ces enfants.
je m'accroche à mon fils qui aujourd'hui D'autant est majeur. D'autant que vous n'aurez que 60 ans. Je m'accroche aussi Est-ce que vous m'avez saisi? Est-ce que vous avez bien copié? J'ai bien copié. Ok. J'ai 54 ans. Vous aurez 60 ans. Bientôt j'aurai 60 ans. Et j'espère que entre 60 ans et jusqu'à 80, c'est vraiment l'âge, je dirais, l'âge patrimoine de prendre en charge un pays. Parce qu'à ce moment, vous n'avez pas trop, c'est pas que vous n'avez pas trop d'autres soucis, mais pas vraiment de véritable charge sociale. Et que vous êtes venu pour servir. Je disais à un ami hier qui était venu me voir, un très jeune candidat, gentil, vraiment plein d'humilité. Je me garde de citer son nom. Je lui disais, si un jour le destin a voulu que je dirige ce pays, je prendrai un engagement par devant un notaire public que je ne recevrai ni salaire, ni frais. Parce que j'estime, à 60 ans, 70 ans, mais j'ai une maison et pourquoi pas. Peut-être mes enfants vont m'offrir beaucoup de choses. Oui, mais... Et c'est l'âge de service. Non, en fait, c'est l'âge de service. Vous n'allez pas exclure les privilèges quand même. Non. Vous n'accepterez pas les frais, non, pas de frais. Mais quel privilège? Quel privilège? Non, écoutez... Je resterai là, à ma maison. Là, c'est ma maison. Eh bien, ce que certains gens oublient, si vous êtes président, vous n'êtes plus à vous-même, vous n'appartenez plus à vous, vous appartenez au pays. Wendell, moi-même, c'est un cas très différent. Et c'est pour cela que on ne me voit pas dans les couloirs du pouvoir dans ce pays. Je m'accroche. En tout cas, j'ai pas encore entendu. Je m'accroche à mon éducation familiale. J'ai été élevé par mon père, parce que je ne porte pas son nom, Pierre-Paul Philippot. Pierre-Paul Philippot, il a été rédacteur en chef à la santé publique. Ma mère est une Vernard, Gracienne Vernard, qui a fait Belair. Hier, je lisais à cet ami une lettre que mon père m'avait adressée le 15 avril 1979. J'étais un gosse très turbulent à l'école. Je n'avais pas obtenu ma moyenne en 4e. Et là, mon père m'a écrit une lettre. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette lettre où mon père a retracé près de 11 commandements que je devrais suivre pour que je sois ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain, dans le présent, dans le futur et même dans le passé. Cette lettre est très personnelle, vous auriez dû la partager avec, pas avec le public, mais en fait avec d'autres enfants. Je vais partager avec toi aussi à d'autres enfants, parce qu'un jour j'ai lu cette lettre aussi à mes 2 enfants. Et à chaque fois je rappelle ma deuxième fois. Est-ce qu'ils l'ont comprise? Ils l'ont compris, ils l'ont comprise. Ils l'ont comprise, Wendell. Et quand vous dites que vous n'êtes pas vous-même, attention, vous êtes vous-même. Il y a deux choses importantes dans la gestion des affaires de l'État. Il y a des gens qui pensent que s'ils sont au timon des affaires de l'État, ils doivent demeurer la même personne qu'ils ont été, qu'elles ont été avant. Ah oui. Ah oui. Non, il y a des changements qui doivent s'opérer inévitablement. Vous n'appartenez plus à vous-même comme c'était le cas avant. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous êtes. Attention, je ne peux pas faire n'importe quoi en matière de sécurité. Mais quand quelqu'un est irrigué de sa naissance, dans sa vie, par l'humilité, on ne pourra pas me changer. Mais Wendell, non, c'est pas parce que si vous êtes humble, voilà, vous resterez humble. Écoutez Wendell, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis comme je suis aujourd'hui, mais j'ai toujours dit là où j'étais né. Je suis un enfant du ghetto. Je suis né à Cité-Simone. Je suis né à Cité-Soleil. Mais lorsque j'étais à l'école, je le disais aussi. Arrivé à la faculté, je le disais aussi. C'est pas maintenant que peut-être j'arrive à me tailler une place de la société que je me réfère pour dire que j'étais vraiment de parents pauvres. Non. Gracien Jean, le petit bonhomme du ghetto de la Cité-Soleil, quoi qu'il arrive à sa vie, il restera toujours le petit bonhomme, le petit enfant du ghetto qui a été élevé par une famille humble et qui a été prise en charge par une dame aussi humble que représente
Janine Cadet-Augustin, qui vit encore aujourd'hui. Regardez bien, et Wendell, je suis très reconnaissant. Beaucoup de gens ont participé à ce que je suis aujourd'hui. C'est une dette envers la société. Ce qui nous a manqué, ce qui manque, c'est cette grande qualité de leadership. C'est l'humilité. Il faut faire la différence entre les qualités d'un leader et les compétences. Un leader politique, la première chose qui importe, c'est tout d'abord la qualité. La compétence, c'est un surplus qui vous permet de mieux gérer, de comprendre votre environnement managérial. Mais ce qu'il vous faut avant tout, ce sont les qualités. Être humble, être transcendant et surtout être respectueux. Ok. Merci, professeur. Et nous allons observer la pause. Au retour, on évoquera le pullulement des candidats. Et même si vous avez parlé de droit et de chaque citoyen de se porter candidat, on parlera également du certificat de décharge qui apparemment fait défaut à certains candidats. Et puis, est-ce que vous croyez que les élections vont avoir lieu? Autant de points que j'aurai donc à aborder avec vous après la pause, professeur Gracien-Jean. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le politologue Gracien-Jean. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Je rappelle notre invité aujourd'hui, le professeur Gracien-Jean. Avec lui, on commente l'actualité politique. On doit aussi parler des élections. De nombreux candidats à la présidence. Quand il s'agit des candidats au Sénat et à la députation, n'en parlons pas. Ils sont légion et c'est un droit. Vous l'avez dit. Et chacun peut être candidat. Il n'y a aucun inconvénient, il n'y a aucun problème à tout cela. Mais vous avez dit pourquoi vous n'avez pas pensé à vous porter candidat cette année. Et peut-être que vous le ferez à l'avenir. Mais est-ce que, quand même si ce n'est pas un problème, est-ce que ça n'interpelle pas? Oui, ça interpelle. N'oublions pas, nous sommes en sciences politiques et nous sommes en Sciences Po. C'est un cas d'espèce qu'il faut quand même tenter d'expliquer, de venir avec des facteurs qui puissent l'expliquer. Le premier facteur aussi, je le disais tantôt, c'est le vieillissement d'une classe politique aussi, et le vieillissement aussi des leaderships, et cette crise de représentativité politique, on ne s'accroche pas vraiment à un leader. Mais la première chose... Et la nature a horreur du vide. La nature vraiment a horreur du vide. Moi, je salue tout d'abord, je respecte ces candidats parce qu'ils osent faire ce que d'autres n'osent pas faire pour le moment. Ils expriment leur citoyenneté active comme candidats. Et il revient à nous autres qui ne sommes pas vraiment candidats d'exprimer à notre tour notre citoyenneté active comme étant électeurs ou bien électrices. Donc là, ils expriment vraiment leur appartenance, certes, mais aussi l'exercice d'un droit et aussi l'affirmation d'un devoir. Donc, il faut les respecter. Il ne faut pas donner aucun qualificatif quelconque. Ok. À supposer, professeur, alors, j'ai toujours entendu dire qu'Haïti n'a pas de chance. À supposer que quelqu'un qui n'a pas de projet de société, qui n'a ni qualité, ni compétence, ni rien du tout, et par malheur, est devenu président d'Haïti. Écoutez. Vous savez que c'est dans l'ordre des choses possibles. Ça peut arriver, mais sur quel critère que je vais me baser pour dire que l'autre n'est pas qualifié? Non, c'est pas ça. N'a pas de compétences. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je vous pose la question. À supposer que quelqu'un, d'ailleurs, vous avez parlé de compétences tantôt. C'est un surplus. Comme surplus pour bien gérer la cité. À supposer que
disons, dans ce nombre de candidats qu'on a, est sorti quelqu'un qui n'aurait ni compétence, ni qualité, ni titre, ni rien du tout, et qui est devenu président de la République. Dans ma vie, j'accorde toujours le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute. Ou même le doute du bénéfice. OK. Ça peut arriver, et c'est pour cela qu'on demande qu'à travers le management de l'État, qu'il y a une part du budget qu'on accorde au think-tank à ceux et celles qui doivent encadrer les élus. Donc à ce niveau-là, le président de la République ou bien autres élus. C'est là. Et aussi, il faut jouer sur la motivation aussi que l'individu peut changer. Ça peut arriver qu'un individu vraiment arrive au pouvoir, entre guillemets, pour moi, sans qualité et sans compétence. D'ailleurs, le fait même qu'il s'est porté candidat, pour moi, c'est un embryon de qualité, c'est un embryon aussi de compétence. D'audace ou... D'audace, il y a une motivation, il y a l'audace. Parce que une des qualités aussi en matière de leadership, je dirais, de préférence charismatique, c'est l'audace. Oui. Parce qu'il y a deux types Pour de avoir leadership. osé. Il y a le leadership charismatique, ce n'est pas dans le sens charisme total, mais le fait que l'individu peut dégager un émoi, peut créer aussi un émoi. Et il y a aussi le leadership managérial. C'est là qu'intervient les compétences. Donc maintenant... Donc à ce niveau-là, il se fera tout simplement encadrer de conseillers, d'une cinquantaine de consultants, et puis bon... De consultants de très très techniques, et aussi qui puissent vraiment agencer et sa vision, son projet et tout. Parce que nous sommes en démocratie. Nous avons fait le choix que le personnel, qu'une partie du personnel politique soit renouvelée à travers des élections. L'électeur est roi, l'électrice est reine, c'est la souveraineté populaire à travers les urnes. Professeur, voyons un autre point qui est actuellement en débat. Et d'aucuns plaident pour des décisions de consensus aujourd'hui pour un dégel de la situation. Je vais parler de comptables de deniers publics qui sont en situation aujourd'hui, ou encore qui ne sont pas en mesure, ou encore qui risquent d'être écartés de la course, n'ayant pas le certificat de décharge pour avoir été comptable de deniers publics. Est-ce que, professeur Gracien-Jean, serait pour des décisions consensuelles, pour un dégel de cette situation? Oui, je dirais d'entrée de jeu, oui, pourquoi? Malheureusement, c'est à ce niveau-là qu'on pose depuis un mois. J'avais abordé ce problème qu'avec un simple certificat de la Cour supérieure des comptes, avec avis favorable, l'individu peut se porter candidat. La première chose, quand une institution ne jouit pas d'une légitimité constitutionnelle, elle ne peut pas prétendre appliquer stricto sensus la loi. Vous parlez du CEP? Du CEP. Vous avez pris naissance par consensus politique. Parce que là, nous sommes en sciences po. Et là intervient aussi la théorie des conflits. La théorie des conflits. Je pensais que vous allez parler de la théorie des formalités impossibles. Ce n'est pas le cas. Je n'ai même pas rentré là-dedans. Je parle même un petit peu de la sociogénèse de ce conseil électoral provisoire qui est là. C'est un type de conseil électoral post-conflit à faible intensité. Et c'est pour cela qu'il y a eu des accords, qu'il y a eu de la médiation, il y a eu la chibilangloire. À un certain moment, les acteurs ont accepté qu'il y avait un problème à résoudre. Combien de CEP, de KTP, et autres. N'oublions pas, si aujourd'hui nous avons un conseil électoral provisoire, c'est parce que le Parlement avait déclaré qu'il était dans l'impossibilité de choisir ces 3 membres pour former le conseil électoral permanent.
Et vous savez ce qui était passé lorsque le président avait installé les 6. Lorsque moi aussi j'avais dit au président d'aller de l'avant, Adelante. Pour ne pas arriver là où vous êtes, où nous sommes aujourd'hui, et qu'au cours de route, ce Parlement allait vous rejoindre immédiatement qu'il voit que le processus s'enclenche. Mais les acteurs politiques, par des intérêts politiques, ont eu raison. Ont eu raison par rapport à leurs intérêts de l'époque. Parce que moi, je ne défendais aucun intérêt en tant que politologue, en tant qu'homme de science, à ce niveau-là. Mais ce CEP, c'est un CEP par consensus politique. Maintenant, ce vide parlementaire, cette impossibilité pour le Parlement est profitable à ce Conseil électoral. Donc, mais pourquoi vous me privez moi aussi de cette impossibilité? Donc là, nous devons comprendre, professeur, qu'étant donné que ce CEP est le produit d'un consensus, il ne peut pas demeurer prisonnier des lois, voire de la Constitution. Je mettrai dans la science parce qu'il y a des universitaires qui nous écoutent. Même entre guillemets, ce que vous avez comme décret, pour une institution qui ne jouit pas d'une légitimité constitutionnelle, ce n'est même pas un décret-loi, c'est un cadre réglementaire des élections. Le CEP alors? Ah oui, c'est un cadre réglementaire. Mais c'est ce que j'ai appris en Afrique du Sud, moi, lorsque j'étais en Afrique du Sud, en 1999. Les conseillers nous ont dit, mais messieurs, nous sommes dans une situation de post-conflit. Et que la première mission que nous avons, c'est une mission de réduire et de prévenir les conflits électoraux et les conflits politiques. Et d'entre jeu, non Africains du Sud, qui sont membres de cette institution électorale, eh bien, avant tout, nous sommes des médiateurs politiques, des médiateurs sociaux. Et à chaque fois qu'il y a un article qui porte problème, qui puisse déstabiliser et même bloquer le processus, notre devoir, c'est de rechercher avec les acteurs un consensus. Oui, j'essaie de comprendre votre point de vue, professeur, j'essaie de comprendre. Mais Haïti est toujours, on le sait, un pays spécial. Et est-ce que le CEP qu'on a aujourd'hui a la latitude qu'il faut pour agir ainsi? C'est-à-dire éviter l'application de certaines lois, voire de la Constitution, pour prendre des décisions. Écoutez, Wendell, il y a beaucoup de choses à corriger dans ce pays, même au niveau de l'enseignement universitaire. Et même par rapport à ceux et celles qui reviennent de l'extérieur, qui ont étudié à l'extérieur. Vous savez, quand on élabore une loi, il faut l'élaborer dans le temps aussi. L'élaboration d'une loi est aussi temporelle. Et regardons bien les constituants de 1987. C'était de brillants constituants et de brillants constituants parce que ils ont fait cette constitution avec la temporalité aussi. C'était trop temporel, trop conjoncturel. Non, attention, lorsque je parle temporel, c'est dans le sens de l'application de la loi. L'article 291, par exemple. Justement, c'est pourquoi je dis que c'est temporel et conjoncturel. Et conjoncturel, voilà, très bien. C'est très important, la question du temps. Je prends l'exemple de la nationalité. Mais comment écrire dans une loi, automatiquement que la personne, comment dirais-je, renonce à sa nationalité? Non, ça devrait être renonce à sa nationalité. Depuis, il faut le mettre aussi dans le temps. Après analyse du contexte aussi, après analyse de certains facteurs socio-historiques aussi, il faut le mettre dans le temps. Mais la question de décharge devrait être négociée dès le départ dans les accords. Et ça devrait faire partie des dispositions transitoires. Ouais, des dispositions transitoires pour dire que, en attendant, tout candidat qui a un certificat ayant avis favorable peut se porter candidat parce que ces candidats ne sont pas responsables de ce vide en aucun cas au nom de la Constitution de ce pays, au nom du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au nom de la Convention américaine des droits de l'homme dont Haïti est État partie, vous ne pouvez pas priver aux citoyens, aux citoyennes, leur droit de
de participer activement aux affaires de leur pays, notamment se porter candidat, candidate et aussi électeur, électrice. Si vous étiez Ceci étant dit, le président de la République n'a même pas besoin de s'immiscer dans cette affaire de décharge. Même s'il est le garant, même s'il est le bon garant. fonctionnement Non, des les conseillers sont dans une situation d'une loi, d'un article de leur cadre réglementaire qui crée problème. Est-ce qu'à votre avis, les partis politiques auront les conseillers électoraux, pardon. Est-ce qu'à votre avis, les conseillers électoraux auront le soutien des partis politiques? Ce qui arrive, l'inintelligence politique dans ce pays, ceci à tous les niveaux, même au niveau intellectuel aussi, ça arrive. C'est ce que nous a mis là aussi. Il y avait l'opportunité de résoudre ce problème. Nous ne savons pas même quand frapper à une porte. Nous ne savons même pas quand saisir les opportunités. Et c'est un déficit aussi de ce manque d'organisation de notre société civile. C'est un manque aussi, c'est un déficit aussi par rapport à ce qu'on appelle des intellectuels organiques. Aujourd'hui, vous retrouvez le professeur Gracien-Jean comme politologue, mais n'appartenant pas à aucune structure de politologue qui pense. Vous ne l'avez pas. Dans d'autres pays, les intellectuels, les hommes de science s'unissent de manière organique dans le sens grand chien. Et c'est ce qui peut aider aussi les sociétés, les États aussi, à avancer par la constitution de ces intellectuels organiques. Vous pensez, professeur Gracien-Jean, que KEP, aujourd'hui, il a décidé pour contre lui, est-ce que le gain doit bailler des charges ou bien est-ce que le pas doit bailler des charges? Le KEP ne peut pas donner des charges. Est-ce le que KEP est dans l'impossibilité. Un moment. Est-ce que KEP que nous gagnons là, le gain droit faire fi de question des charges là et accepter tout candidat, étant donné que pas gain parlement, est-ce que le capable d'accepter ou bien ouvrir la porte à tout le monde et dire participer ou bien doit participer sans problème? Ah, bien sûr. Attention, attends. Jouissant d'une certaine indépendance, les conseillers peuvent se réunir et poser le problème de l'impossibilité d'appliquer cette loi. Le fait que ces candidats ne sont pas responsables de ce vide, c'est l'équité. C'est l'équité. Alors, je pose une question. La justice. Encore. Et à ce moment, c'est autoriser tout candidat ayant un certificat avec avis favorable. Ce n'est pas que la Cour supérieure va vous donner quelque chose, une lettre disant que vous avez fait la demande. Non. Ce n'est pas avec la demande. Non. Le certificat. Un certificat avec avis favorable. Et maintenant, c'est là que nous allons, parce que c'est une opportunité. C'est comme ça qu'on construit la démocratie aussi, avec les cas d'espèce, ce cas qui est présent aujourd'hui. Comment le corriger? Ce qui arrive aujourd'hui, vous allez être candidat à Wendel. Vous allez le candidat à Wendel, il y a cette une candidat. Mais sans que vous n'ayez une décharge définitive que c'est par le Parlement qui vous baroule. Ce que vous avez, c'est quelque chose de provisoire. Ceci étant dit, quand vous êtes élu, le processus là va continuer. Et si maintenant, 50e n'a monté, l'État joint que réellement une mauvaise gestion, pas de l'autre forme de procès que destituer qui est le président, destituer qui est le sénateur, par contre, magistrats et députés. C'est comme ça qu'on construit un État de droit démocratique. L'État de droit démocratique se construit dans l'équité. Et les institutions de l'État... C'est-à-dire que c'est pas tout le monde chanceux. C'est ça. Les institutions de l'État sont là pour créer le cadre équitable permettant à leurs citoyens d'exercer leurs droits. Est-ce que professeur Gracien-Jean ou encore le politologue, est-ce que vous pensez que les élections vont avoir lieu cette année? Ah, tu n'as pas posé une question tout à l'heure. Et on regarder l'élection capable faite pour Anissa, ça dépend
justement des problèmes qui surgissent maintenant, ce conflit de décharge, et aussi de la compétence technique du Conseil par rapport aux opérations électorales. C'est là que nous avons posé. Les élections peuvent avoir lieu. Tout dépend de la résolution des problèmes politiques et aussi la capacité pour le Conseil électoral d'organiser les opérations électorales. L'expérience vécue en Afrique du Sud qui a été très intéressante, c'est que l'institution électorale s'était divisée en deux. Les conseillers qui font office de médiateur politique et médiateur social, et ce conseil avait remis à une firme, par rapport à appel d'offres, toutes les opérations électorales. Pendant que les conseillers résolvent les problèmes politiques, les conflits, eh bien vous avez une firme qui déjà prépare toutes les opérations électorales. Cette firme fait la simulation aussi, et même en prévention, parce que là, on a fait appel aux politologues. En termes de prévention, on savait, par exemple, qu'il pouvait y avoir plusieurs candidats. Et ou même, vous pensez que si les problèmes qui se posent aujourd'hui ne sont pas résolus à temps, donc il est fort probable que les élections n'aient pas lieu ou encore débouchent sur des obstacles majeurs. C'est ça. Et je me souviens que je l'avais dit, si ces problèmes ne sont pas vraiment résolus, ce sont des problèmes, je dirais, majeurs, ouais, par rapport au contexte qui est là, que c'est possible que vous ayez un président qui termine son mandat, eh bien, sans passer le maillet à un président élu. Donc, cela dit que il y a possibilité pour nous tomber dans une transition. Pour nous tomber dans une possibilité, il y a une hypothèse, hypothétique, que nous avons tombé dans une autre transition. Et c'est pour cela qu'il est très important, nous autres, d'accompagner le processus. Les journalistes comme vous, Wendel, n'ont pas attisé la haine, mais de rechercher la cohésion sociale, de rechercher le consensus. Moi, c'est le seul moyen que je peux aider mon pays. Inviter les acteurs politiques à l'humilité. Inviter aussi les acteurs, je dirais, sociaux et religieux aussi à l'humilité. Mais comment traiter indirectement 70 candidats comme des gens qui ne sont pas sérieux, le fait qu'ils sont candidats? Comment les traiter qu'ils ne sont pas des gens de bien, le fait qu'ils sont candidats? Alors que c'est leur droit, vous avez dit. Attention, vous avez le droit, mais aussi comme valeur pour rechercher la stabilité dans la société. Est-ce que c'est pour rechercher la cohésion. Vous tenez ce langage, professeur. Est-ce que c'est pas parce que vous étiez... Est-ce que c'est pas parce que vous étiez à deux droits d'allonger la liste? Parce que quand même, vous aviez la volonté de vous porter candidat aussi. C'est une culture. Je respecte les gens qui osent. Et pour cela, moi, je l'ai toujours dit, quelle que soit la situation, on n'élèverait pas chez moi tout le sentiment, toute l'affection que j'ai pour l'actuel président, Michel Martelly, parce que lui, il a osé. Je le respecte. Je respecte son audace. Je respecte sa motivation. Nous avons besoin d'inculquer, d'enseigner ces valeurs, dont la toute première, l'humilité. Ces 70 bons hommes et bonnes femmes, je les respecte. Parce que ils ont le mérite d'oser là où moi, je n'ai pas osé. Il faut que nous cessions de rester comme de simples criticistes et non pas de critiques, sans nous investir vraiment dans l'espace politique. Eux et elles, ils ont fait le devoir. Elles se sont portés candidats. Nous autres, nous avons notre devoir à faire. C'est de sortir le jour des urnes et aller voter. Et de les encadrer aussi? Et de les encadrer aussi. Les idées, le projet, tout ça. S'ils les veulent bien, que les techniciens les encadrent. Les gens vous diront aussi que ce serait plus facile pour eux d'encadrer 10 candidats, mais pas 70. Mais il y a toujours un choix à faire. Mais ce qu'il nous manque aussi dans cette société, Wendel,
il nous manque aussi la pensée innovante. Et c'est pour cela qu'il faut adapter ce que vous avez pris à l'extérieur. Il ne faut pas rester piégé, esclave de ce que vous avez appris à l'extérieur. Ça pourrait être très novatrice dans la loi. Au cas où le nombre des candidats dépasserait 20, voilà on procédera par un tirage au sort pour décanter. Non, mais attention, ce serait très dangereux. Mais ce n'est pas très dangereux. Mais bien sûr, ce serait très attention. Parce que lorsque vous êtes dans des phénomènes... Pourquoi est-ce que les Américains... Permettez que je vous pose une question. Oui. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, par exemple, au moment des élections, les Américains ont le choix entre 2 candidats, maximum 3? En France, par exemple, 2, nous autres, 70. Attention. Non, dites-moi, répondez. La première question, c'est que ces pays ont une culture civique, une culture démocratique. Et tout a été conçu déjà dans le système éducatif. Quand est-ce que nous allons commencer? On devrait commencer déjà en 1980. Après plus de 200 ans? Non, déjà, on devrait commencer en 1987. Attention, Wendell, il ne faut pas dire qu'après 200 ans, pendant ces 200 ans, nous avons fait ce que nous devons faire. Et la meilleure leçon, et c'est ce qui nous tue aujourd'hui, quand nous arrivons au pouvoir, nous pensons à rayer ce que les autres avaient fait. Vous imaginez, j'ai fait une place publique. Vous démolissez cette place publique, vous la refaites autrement pour dire que c'est vous qui l'avez fait. Alors que c'est le principe, même depuis l'Égypte antique, je crois que c'est le pharaon Kétidé qui enseignait à son fils Miricaré, et que quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous êtes venu compléter ce que les autres ont fait. Mais là où nous sommes aujourd'hui, les autres ont fait quelque chose. Il y avait les voies ferrées dans ce pays, quand même. Il y avait les routes qui ont été, comment dirais-je, quand même, faites dans ce pays. Et je vais prendre un exemple simple. Mais vous dites que vous avez fait cette route. Mais qui avait tracé le sentier? C'est peut-être le petit paysan. Mais lui, c'est lui, en fait, qui a tracé la route. Et vous avez continué. Ce que nous devons faire aujourd'hui dans ce pays, c'est assurer la continuité de manière technique après évaluation et devenir complémentaire à l'autre. Nous ne devons pas dire que après 200 ans, nous n'avons rien fait. Chaque génération... On n'aurait pas dit ça quand même. Voilà. Non, très souvent, on a dit que 200 ans, tout ce monde... Mais on peut quand même déplorer l'état actuel ou bien la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Écoutez, Wendell, la France, c'est 4-5 siècles. Hein? L'Angleterre, c'est des siècles aussi. Mais je ne dis pas qu'il faut prendre 4 siècles, 5 siècles. Mais attention, Wendell, ce n'est pas aussi facile pour cette société. N'oublions pas, il ne faut pas enlever tous les schèmes du tribalisme africain, tous les schèmes aussi du colonialisme. N'oublions pas que la révolution de 1803, c'est une révolution universelle. La révolution haïtienne a mis fin à des millénaires de civilisation esclavagiste. Nous sommes là, attention, si des Noirs sont libres, et si des Blancs sont aussi libres aujourd'hui, c'est grâce à notre révolution. Et nous ont parce que les premiers... Ils se sont inspirés. Les premiers étaient des 36 mois aux engagés. Ils se sont inspirés de ce qu'ont fait les Haïtiens et après ils nous ont devancés. Mais Wendell, demain matin, vous arrivez au pouvoir, j'arrive au pouvoir. C'est ce qu'il faut enseigner, les valeurs humaines, le respect de l'autre, l'universalité de l'être haïtien par rapport à ce qu'il a fait pour l'humanité. Nous avons libéré l'humanité des millénaires. Toutes les civilisations étaient esclavagistes. Depuis 1803, ce système d'ordre millénaire, nous l'avons mis fin. Et c'est là tout le respect au général Jacques Dessalines, le grand, en le comparant à Alexandre le Grand. Et l'empereur Jacques Ier d'Haïti, tout le mérite indépendantiste
qu'il a fait. Et c'est là qu'il a la première place, pas en Haïti, dans l'histoire de l'humanité. Et c'est cette valeur qu'il faut enseigner à nos jeunes, à nos gouvernants. Nous ne sommes pas les plus mâles au monde. Nous ne sommes pas les plus gueux au monde. La valeur d'une nation, Wendell, réside dans le niveau de réflexion de ses citoyens et de ses citoyennes, et pour ne pas dire réside dans le niveau de réflexion et d'action de ses élites. Merci infiniment, professeur. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le politologue, le professeur Gracien Jean était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci. Le Point, tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.